Bonsoir à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Hier soir, j'ai lu une histoire sur Reddit que je pense valoir la peine de partager avec vous tous. Donc, si vous venez de vous réveiller, que vous prenez votre petit déjeuner ou autre, installez-vous et détendez-vous. Peut-être mettez cette vidéo en fond pendant que je raconte cette histoire tout en jouant à Minecraft. L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « J'ai été désinvité de l'anniversaire de ma mère parce que je ne faisais pas bonne figure à côté du petit ami de ma sœur. Il s'est avéré que j'étais en fait son patron. Il m'a regardé dans les yeux et a déclaré « Si tu comptes toujours venir à la maison, ne m'appelle plus ton père. » 3 semaines plus tard, le jour de l'anniversaire de ma mère, l'électricité, l'eau et le Wi-Fi ont tous été coupés chez eux. Suivez mon histoire. Vous y trouverez peut-être un écho de vous-même. Je m'appelle Ethan. J'ai 32 ans et je vis dans une petite ville à environ 45 minutes de Portland. Chaque matin, je prépare une théière, vérifie la météo et conduis moins de 15 minutes jusqu'à mon travail. Je fais partie d'une start-up qui travaille sur des solutions technologiques écologiques. Tout le monde ne comprend pas ce que je fais, surtout ma famille. Ils pensent que je répare des circuits ou que je bricole des gadgets, ce que je ne corrige pas. Je n'ai jamais ressenti le besoin de clarifier. Quand on me pose des questions sur ma famille, mes parents ou ma sœur Émilie, je fais un léger sourire et dis « Ça fait un moment qu'on n'a pas parlé. » C'est tout. Je ne cache rien, mais je ne vois pas l'intérêt de ressasser le passé. Ça fait plus de 2 ans qu'on n'a eu aucun contact. Pas d'appel, pas de message, pas de visite pour les fêtes. Rien. Juste un vide silencieux et ininterrompu. Comme si les liens entre nous avaient été coupés et que personne ne s'était donné la peine de les réparer. Avant, je croyais que la famille était tout. Mais il y a 2 ans, le jour de l'anniversaire de ma mère, tout a changé. Il y a 2 ans, 3 semaines avant son anniversaire, j'avais organisé un voyage et libéré mon emploi du temps. Le plan était simple. Rentrer tôt à la maison, rester quelques jours et aider avec les préparations habituelles, comme toujours. Rien d'extraordinaire. Je voulais juste les prévenir. J'ai appelé ma mère, mais mon père a décroché à la première sonnerie. Je serai là quelques jours plus tôt, ai-je dit nonchalamment. Faites-moi savoir si vous avez besoin que je prenne quelque chose ou que j'aide. Sa réponse était vague au début, puis il a marqué une pause. Quand il a repris la parole, son ton était plus lourd, comme s'il esquivait quelque chose. « Ethan, peut-être qu'il vaudrait mieux que tu ne viennes pas cette année ?» J'ai pensé qu'il s'inquiétait pour ma charge de travail. « Pas de problème, papa, » ai-je répondu en sirotant mon thé. « Tout est sous contrôle. Je suis prêt. » Cette fois, le silence a duré plus longtemps. Puis sa voix est revenue, tranchante et froide. « Émilie amène son fiancé cette année. C'est un directeur, quelqu'un avec du statut. Il parle bien, se tient bien. Ton boulot ? C'est pas vraiment facile à expliquer, alors reste peut-être à l'écart. » Mon visage s'est empourpré, une vague de chaleur montant dans mon cou. Mon pouls s'est accéléré et j'ai serré ma tasse plus fort. « Qu'est-ce que tu viens de dire ?» ai-je lancé, la voix tremblante. « Tu es sérieux ?» Il n'a ni reculé, ni adouci ses mots. Au lieu de cela, il a dit froidement « Ta visite rendrait juste les choses gênantes pour tout le monde. Si tu viens quand même, ne m'appelle plus ton père. » Puis, il a raccroché, sans hésiter. J'ai posé le téléphone, la main tremblante, moite de sueur. La pièce était d'un silence de mort. Pas de télévision, pas de bruit, juste moi, fixant le vide comme si j'avais été arraché à mon propre monde. Ces mots tournaient en boucle dans ma tête, clairs et délibérés, comme un disque rayé. Ta visite rendrait juste les choses gênantes pour tout le monde. Si tu viens quand même, ne m'appelle plus ton père. Pendant 1 seconde, je me suis demandé si j'avais mal entendu, mais non. Chaque mot était acéré comme une lame, inflexible. J'ai serré les dents, la gorge nouée comme si quelque chose y était coincé, refusant de bouger. Les souvenirs ont afflué. Pendant plus de 2 ans, j'avais discrètement payé leurs factures. Électricité, eau, Wi-Fi. Personne ne l'avait jamais reconnu, et maintenant, ils me traitèrent de honte familiale. J'ai pris mon téléphone, les mains encore tremblantes, bien que mon esprit commençait à s'éclaircir. J'ai ouvert mon application bancaire et parcouru mon historique de transactions, needing to see exactly how much I'd spent on them. Chaque mois, sans faute, j'avais payé leurs factures de services publics. Électricité, eau, Internet.
automatiquement débité de mon compte pendant 2 ans, environ 450 $ par mois, sans jamais manquer un paiement. J'ai fait défiler jusqu'au total 10 312 $ et 89 centimes. J'ai fixé le chiffre, pas sous le choc, mais parce que quelque chose en moi s'est apaisé, pas de la tristesse ou de la colère, juste un calme vide, presque 10 000 $, et il m'appelait la honte de la famille. En regardant la longue liste de transactions, une question a émergé, une que ma famille n'avait jamais posée en 32 ans. Émilie avait-elle déjà fait quelque chose de comparable pour nos parents? Ce n'était pas de l'envie ou un désir de louange. C'était juste que, si j'étais la honte de la famille, contre qui me mesurait-il? J'avais payé presque 10 000 $ pour leurs factures, en silence, sans rien demander, sans jamais en parler. Et Émilie? Avait-elle déjà dû intervenir ou se démener pour aider? Ou se contentait-elle d'arriver, de lancer un sourire charmeur et de voler la vedette avec son fiancé à succès? Je ne tenais pas de compte. Je réalisais juste pour la première fois que l'équité n'avait jamais fait partie de l'équation de cette famille. En grandissant, j'étais habitué à être en arrière-plan. Dans les photos de famille, j'étais souvent à moitié caché derrière quelqu'un ou capturé au bord du cadre, jamais vraiment en train de regarder l'appareil. Personne ne me disait de m'écarter, mais je le faisais toujours. Émilie était la star de chaque moment familial, anniversaire, remise de diplôme, même ses ruptures. Il y avait toujours une raison de se rassembler autour d'elle, de la célébrer ou de la consoler. Je ne me souviens pas de la dernière fois où quelqu'un m'a demandé si j'allais bien. Émilie a 3 ans de plus que moi, mais l'écart n'a jamais été une question d'âge. Elle était l'enfant chérie, celle dont nos parents se vantaient auprès des proches. Moi, si j'étais mentionné, c'était bref. Ethan, oh, il va bien. Il travaille dans la tech, je crois. Je pensais autrefois que si je travaillais dur, évitais les problèmes et gérais les choses en silence, ils finiraient par me remarquer. Ils ne l'ont pas fait. Quand on est habitué à être invisible, personne ne remarque quand on est parti. J'ai commencé à couvrir leurs services publics, électricité, eau, Wi-Fi, il y a environ 2 ans. Ça a commencé par un appel de ma mère. Elle s'est plainte de la hausse des coûts de la vie, de la lourdeur des factures ce mois-là et de la façon dont leur pension ne suffisait plus. Puis, hésitante, elle a dit « Si tu pouvais contribuer un peu, ça signifierait tellement. » J'ai accepté, pensant que ce serait temporaire, juste jusqu'à ce que les choses se stabilisent. Mais les mois ont passé, toujours pareil. Personne n'a mentionné d'arrêter, et il n'y avait pas d'autre plan. Parfois, je demandais « Est-ce qu'Émilie aide un peu, maman ?» Elle esquivait la question. Parfois, c'était « Aide juste ce mois-ci. Ta sœur va bientôt prendre le relais. » D'autres fois, « Émilie s'occupe des frais médicaux de ton père. » C'est difficile aussi. J'entendais ces excuses si souvent que je pouvais les anticiper. Je savais qu'elles n'étaient pas vraies, mais je souriais, laissais couler et continuais à envoyer l'argent. Environ 450 $ par mois. Tous les mois. Sans plainte. Personne ne l'a reconnu. Au début, ça ne me dérangeait pas. Je pensais que c'était la bonne chose à faire. Je croyais que si je restais fiable et discret, il me verrait. Mais maintenant, après tout, il me regarde et m'appelle la honte de la famille. Finalement, le silence dans mon appartement était assourdissant. Je suis resté figé sur le canapé, le téléphone encore en main. Je n'étais plus en colère ou brisé, juste fini. Une pensée claire s'est imposée. Assez. J'ai ouvert mon application bancaire, navigué jusqu'à la section des paiements automatiques et trouvé les virements récurrents pour leurs services publics, électricité, eau, Wi-Fi. J'ai annulé chaque paiement l'un après l'autre avec des mains stables. Ce n'était pas une question de vengeance. Il s'agissait de préserver le dernier lambeau de dignité qu'ils ne m'avaient pas arraché. Une semaine plus tard, ma mère m'a envoyé un texto, son ton aussi doux que d'habitude, comme si rien ne s'était passé. Pas d'excuses, pas de mention de l'incident. Juste une simple demande. La facture Wi-Fi est due. Peux-tu la couvrir? Je l'ai lue, fixé l'écran un moment, puis posé mon téléphone sans répondre. Ce n'était pas pour prouver quelque chose. Après tout, leur premier mot à mon égard concernait une autre facture. Pas de « ça va ?» ou même un simple « pouvons-nous parler ?» Alors, je suis resté silencieux. Ce silence parlait plus fort que les mots. 2 semaines plus tard, mon père a appelé. Le téléphone a vibré quelques fois avant de s'arrêter. Je n'ai pas décroché. Quelques minutes plus tard,
Un message vocal est apparu. Sa voix était sèche et irritée, comme toujours. La compagnie d'électricité dit que la facture de ce mois n'a pas été payée. Qu'est-ce qui se passe? Pas d'inquiétude, pas de mention de ces mots d'il y a quelques semaines, quand il m'a dit de ne pas venir pour l'anniversaire de ma mère. J'ai écouté, puis éteint l'écran et posé le téléphone face vers le bas sur le comptoir. Le silence a suivi, me portant jusqu'au jour de l'anniversaire de ma mère. 3 semaines après que mon père m'a dit de rester à l'écart, son anniversaire est arrivé. La célébration s'est déroulée comme prévu. Son plat préféré, du saumon grillé, un gâteau de la boulangerie locale qu'elle aimait et un petit groupe de proches réunis autour de la table. Tout était parfait, sauf que je n'étais pas là. Cet après-midi-là, à exactement 16h17, j'étais assis dans mon appartement, une tasse de thé froid dans les mains. Mon téléphone a sonné. Le nom de ma mère a illuminé l'écran. Je l'ai fixé quelques secondes avant de le poser. Je n'ai pas répondu, n'ai pas hésité. Mon père a appelé ensuite, puis Émilie. 3 appels en moins de 10 minutes. Je les ai tous laissés sonner. Pas de curiosité, pas d'envie de répondre. Je me suis adossé à ma chaise, les yeux sur la fenêtre embuée. Le ciel dehors était d'un gris terne, lourd de ce froid qui s'installe, avant que l'hiver ne s'installe. 10 minutes plus tard, les textos ont commencé. D'abord ma mère. « Ethan, l'électricité est découpée. La maison est dans le noir. S'il te plaît, paye la facture. » Je l'ai lu en silence, sentant un calme vide m'envahir. Pas de la colère, juste le poids des années passées à porter une famille seule. Puis mon père. « Pas d'eau. On ne peut même pas laver la vaisselle. Arrange ça maintenant. » Émilie a suivi. « Le Wi-Fi s'est coupé. Il y a des invités. Règle ça, s'il te plaît. » J'ai jeté un œil à l'horloge. 17h09. Il y a 3 semaines, juste après que mon père m'a dit que je n'étais pas le bienvenu, j'avais arrêté tous les paiements automatiques. Et maintenant, en plein milieu de la fête d'anniversaire dont il m'avait exclu, tout s'est effondré. Électricité, eau, Wi-Fi, pile au moment où ils en avaient le plus besoin. Je n'ai pas répondu, n'ai pas rappelé. Il n'y avait rien à expliquer. Je suis resté là, tournant lentement la tasse froide dans mes mains, regardant par la fenêtre comme si je pouvais voir au-delà du verre. À cet instant, je savais qu'il ne m'appelait pas parce qu'il voulait que je sois là. Il m'appelait parce qu'il n'avait personne d'autre sur qui s'appuyer. À 18h15, mon téléphone vibrait sans arrêt. Cette fois, ce n'était pas seulement mes parents ou Émilie. Des proches qui ne se montraient qu'au fait, toujours promptes à juger, ont inondé ma boîte de réception. Certains m'ont traité d'ingrat. L'un a dit carrément « Tu as humilié ta mère devant tout le monde ». Un autre, plus doux mais cinglant, a écrit « Émilie avait raison, les gens comme toi n'ont pas leur place dans les occasions heureuses ». J'ai lu chaque message sans répondre. Pas parce que j'étais d'accord, mais parce que j'en avais fini avec me justifier auprès de personnes qui prenaient toujours le parti de la voix la plus forte, plutôt que de la vérité. Juste au moment où j'allais poser mon téléphone, il s'est rallumé. Tante Clara, la seule membre de la famille qui me voyait encore pour moi, appelait via une vieille application vidéo qu'on utilisait parce qu'elle nous permettait de nous regarder dans les yeux quand ça comptait. J'ai hésité, puis répondu à la 3e sonnerie. Son visage est apparu, éclairé par la faible lueur de la salle à manger que je connaissais si bien, chaque craquement du plancher, chaque assiette ébréchée. Mais ce soir, ça semblait étranger. En fond, j'entendais des verres teintés, des rires forcés et des bavardages épars. Clara m'a regardé, ses yeux gentils mais scrutateurs. « Tu ne payes pas, hein, Ethan ?» Sa voix était douce, sondante. J'ai soutenu son regard et parlé lentement, comme si je déterrais quelque chose de longtemps enfoui. « Tante Clara, papa m'a dit de ne pas venir. Il a dit que si je me présentais, je ne devais plus l'appeler mon père. » J'ai dégluti difficilement. Elle s'est tue, ses yeux jetant un coup d'œil à la pièce derrière elle. Puis le chaos a éclaté. La voix de ma mère a coupé, tranchante. « Dis-lui que je suis mortifié. Le jour de mon anniversaire, comment a-t-il pu faire ça ?» La voix de mon père a suivi, forte et dédaigneuse. « Ce ne sont que quelques factures. Quel genre d'homme fait tout un plat pour de l'argent ?» Une autre voix, celle de mon oncle, je crois, a ajouté « Pauvre Émilie, coincée avec un frère comme ça. » Des pas se sont approchés de la caméra. Émilie est apparue derrière Clara, les bras croisés, le visage tordu de frustration. Il a vraiment répondu. Maman a pleuré toute la journée. Est-ce qu'il s'en fiche complètement? Aucune honte.
Je suis resté silencieux, observant, laissant leurs mots glisser sur moi comme un bruit que j'avais appris à ignorer. J'étais sur le point de mettre fin à l'appel quand une autre silhouette est apparue au bord de l'écran. Un jeune homme en costume élégant, les cheveux soigneusement plaqués en arrière. Il m'a regardé, de la confusion dans les yeux, puis a esquissé un sourire hésitant. « Salut là, patron », a-t-il dit, sa voix incertaine, comme s'il n'était pas sûr que les mots convenaient au moment. Je me suis figé, serrant le téléphone plus fort. Je ne m'attendais pas à ça. Pas ici. Pas le soir où ils m'avaient tous jugé trop embarrassant pour être invité. Je l'ai observé un moment, et puis ça a fait tilt. Son visage, son ton. C'était une récente embauche dans mon entreprise, transférée de notre bureau côtier. On avait échangé quelques emails, et il m'avait envoyé quelques mises à jour de projet, mais je n'avais aucune idée qu'il était le fiancé d'Emily, celui dont ils étaient tous gaga. La pièce derrière Clara semblait retenir son souffle. Elle a jeté un coup d'œil en arrière, et la salle à manger a explosé en murmures de frénétique. Quelqu'un a marmonné « Attends, comment il a appelé Ethan ?» Une autre voix perplexe a dit « Patron, ça veut dire qu'Ethan est son boss ?» Les murmures se sont intensifiés, se chevauchant, mal à l'aise. Je n'ai fait que fixer l'écran. Pas de hochement, pas de démenti, juste observer. Puis le jeune homme s'est redressé, a regardé au-delà de la caméra vers la pièce et a parlé clairement. Pour ceux qui ne savent pas, je travaille chez Horizon Green Tech. Ethan est l'un des cofondateurs. Ces mots étaient tranchants, perçant le tintement des assiettes et les voix étouffées. La pièce est tombée dans un silence étrange et lourd. Je suis resté silencieux, continuant à observer, attendant de voir ce qui suivrait. J'ai pincé les lèvres et fait un léger signe de tête en reconnaissance. Il a regardé l'écran, les yeux écarquillés, et j'ai parlé posément, ma voix stable, comme si les mots attendaient ce moment. J'espère que ta grande présentation se passe bien. Puis j'ai mis fin à l'appel. Ce soir-là, j'ai dormi profondément. Pas de roulades agitées, pas de réveil dans le noir avec de vieux doutes tournant dans ma tête. Pour la première fois depuis des années, je me sentais délesté. Pas par dépit, mais parce qu'ils avaient enfin entrevu qui j'étais. Le lendemain matin, avant que la lumière ne perce complètement les stores fins, j'ai pris mon téléphone et parcouru mes emails comme d'habitude. Quelques mises à jour mises à jour professionnelles, des notes de projet, et puis un nom, Lucas Reed. Je ne l'ai pas reconnu immédiatement. J'ai ouvert l'email. La première ligne m'a frappé. Je suis désolé, je n'avais aucune idée que tu étais le frère d'Emily. J'ai haussé un sourcil, me suis adossé à la tête de lit et ai continué à lire. Lucas disait qu'il était stupéfait d'apprendre que j'étais le frère d'Emily. Puis, simplement, il a écrit. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle agisse ainsi. Je mets fin à notre relation. Merci de ne pas m'avoir dénoncé devant tout le monde. J'ai laissé le téléphone reposer sur ma poitrine, fermant les yeux un instant. Après une pause, j'ai rouvert l'email et tapé une réponse mesurée, claire et directe. Lucas, c'est ton choix. Je n'attends de personne qu'il prenne des décisions pour rester dans mes bonnes grâces. Réfléchis-y soigneusement. Et pour info, je tiens la famille comme à l'écart du travail. J'ai appuyé sur envoyer. Pas de pensée persistante, pas de poids émotionnel. C'était suffisant. Vers 10h30, en plein réunion avec mon équipe, prenant des notes, mon téléphone a vibré. Le nom d'Emily a flashé sur l'écran. J'ai fixé un moment avant de refuser l'appel. Pas par colère, pas pour prouver quoi que ce soit, mais parce que j'en avais fini avec les excuses qui ne surgissaient qu'après que tout s'était effondré. 5 minutes plus tard, un texto est arrivé. Je suis désolé. Je ne pensais pas que Lucas réagirait comme ça. Tu es son patron. Si tu lui parles, je suis sûr qu'il écouterait. S'il te plaît, demande-lui de revenir. Je me suis dirigé vers la fenêtre du bureau, m'appuyant contre le cadre, et j'ai relu le message. Ma réponse était concise, juste assez pour la clarté. Lucas n'est pas parti à cause de moi. Il est parti à cause de ta façon d'agir, de traiter les gens, de rejeter ce que tu ne comprends pas et de penser qu'un ton doux peut convaincre n'importe qui. J'ai envoyé, rangé le téléphone et retourné à ma réunion. Moins d'1 minute plus tard, un autre texto est arrivé. Je sais que j'ai merdé. Je suis sérieuse cette fois. Je vais changer. Crois-moi s'il te plaît. Juste cette fois.
Je l'ai lu, laissé reposer, et rien ne s'est agité en moi. Pas parce que j'étais sans cœur, mais parce que je voyais enfin clair. L'écart entre nous n'était pas une question d'excuse, c'était une question de timing. J'ai supprimé le message en silence, sans laisser de traces, et continué ma journée. Une semaine plus tard, un vendredi soir, je me suis arrêté sur le seuil de ma porte, clé en main. Mes parents étaient là, chacun avec un petit sac, les visages fatigués par le long voyage. Je n'ai pas demandé pourquoi ils étaient revenus, ou s'ils avaient fait tout ce chemin pour moi. Ce n'était pas une visite impromptue. J'ai ouvert la porte et les ai laissés entrer. Pas de tension, pas de chaleur forcée, juste le choix d'avoir la conversation à l'intérieur, à l'abri de la brise fraîche. Nous nous sommes assis dans le salon, la vapeur montant du café sur la table. Mon père a parlé en premier, sa voix plus douce que d'habitude, offrant une excuse. Ma mère a ajouté qu'ils avaient réfléchi et réalisé que les choses étaient allées trop loin. Je suis resté silencieux, écoutant, attendant de voir si c'était une clôture ou le début de quelque chose d'autre. Comme prévu, le ton de mon père a changé. Nous sommes une famille, Ethan. La famille veille les uns sur les autres. Nous t'avons élevé, mis à l'université. Une partie de ce que tu as maintenant, c'est grâce à nous, non? Je l'ai regardé, mon expression stable, bien que je me sois redressé un peu. Puis ma mère a parlé, sa voix douce, comme si elle énonçait quelque chose de raisonnable. Si tu pouvais nous envoyer peut-être $1 800 par mois, juste un peu d'aide. Ce n'est rien pour quelqu'un comme toi. Je les ai observés. Les mêmes personnes qui m'avaient autrefois exclu d'un rassemblement familial pour être une gêne. Maintenant, ils étaient assis chez moi, mettant un prix sur leurs regrets. $1 800 par mois parce que j'étais leur fils. Parce que mon succès était en quelque sorte une dette que je devais. J'ai laissé échapper un rire léger. Pas tranchant ni amer. Juste le genre qui vient quand quelque chose ne colle pas. Leurs yeux se sont fixés sur les miens, attendant un accord. Mais je n'étais pas en colère. J'avais dépassé ça. En me penchant en arrière, j'ai parlé clairement. « Et Émilie, combien contribue-t-elle chaque mois ?» La pièce s'est figée, l'air est devenu lourd. Mon père a regardé ma mère. Elle a répondu lentement, sa voix hésitante. « Le boulot de ta sœur n'est pas encore stable. Et la rupture avec Lucas l'a durement touché. » J'ai hoché la tête sans surprise. Les mêmes excuses, enveloppées de mots doux, mais juste des diversions. J'ai soutenu leur regard et dit « Si Émilie accepte d'envoyer $1 800 par mois, je m'alignerai. Pas plus, pas moins. » Ils ont fixé, cherchant un signe que je bluffais. J'ai continué, calme mais ferme. « Ou si vous voulez que je couvre tout, j'ai besoin d'un document légal stipulant qu'après votre décès, la maison est entièrement à moi. » Je suis resté immobile, pas de pression, pas d'élaboration, juste attendre leur réponse, maintenant que j'avais posé des conditions à ce qu'ils avaient toujours considéré comme mon devoir. La pièce est tombée dans un silence épais. Mon père s'est levé brusquement, frappant la main sur la table basse, renversant une tasse et répandant du café sur le bois. Sa voix a tonné, sa poitrine se soulevant. « Tu poses des conditions pour aider tes parents. Nous t'avons élevé pendant plus de 20 ans, et maintenant tu marchandes comme ça. Quelle vie mènes-tu » Son cri était assez fort pour porter jusqu'à côté. Je n'ai pas tressailli ni bougé. Je suis resté assis, les mains sur les accoudoirs, les yeux stables, pas froids, mais plus dociles. J'ai attendu qu'il ait fini, puis je me suis levé lentement. Ma voix était basse, claire, perçant l'écho de son éclat. « Je pense qu'il est temps que vous partiez tous les deux. » Ce n'était pas une menace ni dit avec colère, juste une demande de quelqu'un qui avait atteint la limite de ce que la loyauté pouvait supporter. Personne n'a parlé, juste le bruit des sacs raclant le sol et la porte se fermant doucement derrière eux, plus légère que le poids qu'ils ont laissé. Ça fait 2 ans qu'ils étaient dans ma maison. Je n'ai pas bloqué leur numéro, changé mon email ou coupé complètement les ponts. J'ai juste arrêté de tendre la main et attendu de voir s'ils me considéreraient encore comme de la famille sans le lien de l'obligation. En 2 ans, il n'y a eu aucun appel, aucun texto demandant comment je vais, aucune mention de mon anniversaire, ou même un simple « ça va ?» Je pensais autrefois qu'il changerait. Maintenant, je sais que certaines personnes ne le font pas, surtout quand elles n'ont jamais admis qu'elles avaient tort. Je vis toujours ici, je travaille, je vesque mes journées.
La seule différence est que je ne me laisse plus être une banque émotionnelle, donner sans fin pour être brisé sous le couvert du devoir. S'il y a une chose que j'ai apprise, c'est que la famille n'est pas un endroit où la gentillesse est exigée et appelée amour. La vraie famille vous valorise pour ce que vous êtes, pas pour ce que vous pouvez fournir, pas comme un portefeuille, un soutien ou un dernier recours. Avant de fermer ce chapitre, j'ai une question pour vous. Ai-je eu tort de m'éloigner, de refuser d'envoyer 1 800 $ par mois à mes parents vieillissants, même s'ils m'ont élevé? Je croyais autrefois que la famille pouvait tout réparer. Mais après avoir été traité comme un étranger dans ma propre maison, encore et encore, j'ai choisi de briser le cycle. Étais-je trop dur? Ou peut-être apprenais-je enfin à me valoriser au bon moment? C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que l'histoire vous a fait du bien d'une certaine manière. Pas précisément le contenu de l'histoire, mais la vidéo elle-même. Aimez et abonnez-vous. Et bien sûr, partagez ceci avec vos amis et votre famille, car je posterai quotidiennement de nouvelles histoires juteuses de Reddit.